Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la rentabilité de la batterie virtuelle, qui sont des solutions que vous commencez à voir de plus en plus se déployer. Je vous rappelle juste brièvement qui est MyLED Systems. Donc MyLED Systems, on est un fabricant français de systèmes d'autoconsommation solaire et nous proposons aujourd'hui une offre complètement intégrée qui va de la production, donc des panneaux solaires, jusqu'à la fourniture d'énergie et la batterie virtuelle dont on va parler aujourd'hui, en passant par l'optimisation qui est notre métier historique. Petit rappel justement avant de démarrer sur le stockage, il est important de rappeler que même s'il y a une solution de stockage, le kilowattheure le moins cher reste le kilowattheure autoconsommé en instantané. Et en fait, commencer par faire cette démarche avant de penser stockage va permettre de générer moins de surplus et donc d'avoir un stockage plus facilement rentabilisable et moins cher. C'est le métier par lequel MyLight a démarré. Mais il est évident que même si on optimise le mieux qu'on peut, on aura toujours du surplus et il y a un vrai sujet sur la gestion et la valorisation de ce surplus. Alors avant de parler surplus, on va peut-être se poser d'un point de vue du consommateur et du client. Pourquoi est-ce que vos clients vous demandent quasiment systématiquement une batterie? Pourquoi veulent-ils s'équiper en batterie? Je pense qu'il faut déjà avoir répondu à cette question pour apporter la bonne réponse. Il y a deux grandes possibilités pour s'équiper, deux grandes raisons de s'équiper dans une batterie, qu'elle soit physique, virtuelle ou autre. La première raison, c'est cette envie d'être autonome en électricité. Qu'est-ce qu'il veut dire par être autonome en électricité? C'est je ne veux absolument plus dépendre du réseau. Je veux, en cas de coupure d'électricité, pouvoir continuer à consommer. Et voilà, ça se décline dans tout ce genre de questions-là que les clients ont en tête. Aujourd'hui, il y a vraiment deux grandes applications, une surtout en France, les autres vont être dans d'autres pays avec des réseaux moins stables. La première application, c'est le site isolé. Vous avez en arrière-plan une très jolie image de chalet de haute montagne. Donc là, on répond en installant des panneaux solaires à un besoin primaire, à un besoin essentiel, qui est celui d'avoir de l'électricité sur le site. Donc on est sur un mécanisme de backup. Et souvent, dans ces cas-là, on va surtout dimensionner presque la consommation à la batterie. Donc, on va vraiment minimiser au maximum les consommations et ensuite équiper en batterie ce bâtiment. Mais on est vraiment dans des cas extrêmement spécifiques et la batterie devient nécessaire. Donc, quand on est sur un besoin nécessaire, la question du coût est beaucoup moins prégnante et importante. Deuxième cas où vous avez besoin de ce backup de batterie, c'est dans les cas de réseaux extrêmement instables, dans les cas de coupure d'électricité. Il y a un certain nombre de pays où vous allez avoir au milieu de la journée plusieurs heures d'électricité, de coupure d'électricité. Donc la majorité des bâtiments sont équipés de générateurs, souvent à hydrocarbures. Donc là, on est sur une problématique de fiabilité de réseau. On va remettre les choses dans son contexte, dans le cadre dans lequel on parle, c'est-à-dire la France et même l'Europe. On est sur un des réseaux les plus fiables au monde et donc le besoin de backup est de 0,02% du temps, ce qui est extrêmement faible et la question qu'il faut se poser, c'est quel coût suis-je prêt à investir pour un cas exceptionnel de coupure de courant d'électricité. Souvent, quand vous donnez le devis à votre client, il va vraiment mettre en perspective les plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous lui proposez d'investir dans son système de backup à ces 0,02% du temps. Je vais être très claire, ce ne sont pas les sujets qu'on va vraiment aborder dans cette présentation, puisque nous sommes dans un contexte France, raccordé réseau. Donc, nous allons traiter la deuxième angoisse du client, qui est je veux une batterie parce que je veux consommer 100% de ma production d'électricité.
Je reformule l'angoisse du client, mais c'est à peu près ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est que je veux stocker pour faire encore plus d'économies que quand j'en consomme en temps réel. Donc là, on est vraiment dans une démarche de valorisation de surplus et de rentabilisation d'une installation solaire, et nous ne sommes plus dans la démarche de répondre à un besoin primaire. Le prix devient donc extrêmement important. Alors aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour valoriser ce surplus? Clairement, en France, il y en a 3. Il y a le classique qui est poussé depuis 2017, qui est la vente de surplus à EDF OA, EDF obligation d'achat. Deuxième possibilité pour valoriser son surplus, c'est effectivement le stockage physique. Je mets mon électron dans une batterie physique que je réutilise le soir quand je n'ai plus de soleil. Et la troisième possibilité, qui sont donc des nouveautés qui commencent à arriver sur le marché et qui est une de celles que l'on propose, c'est la batterie virtuelle. Commençons tout de suite par le cas EDF-OA. Je pense qu'on va remettre, on a fait un petit tableau avantages inconvénients du modèle EDF-OA. Donc c'est aujourd'hui le modèle qui domine. Hein. C'est la majorité des installations d'autoconsommation en résidentiel sont accompagnées d'un contrat de vente à EDF-OA. Alors pourquoi il domine? C'est parce que c'est aussi encouragé par l'État, puisqu'il y a une prime qui est versée lorsque vous faites cette vente à EDF-OA. Le surplus est valorisé de 10 centimes. Hein. On est sur un modèle extrêmement simple, donc c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, à vous de juger. Nous, on l'a mis en avantage parce que c'est un modèle simple et facile à expliquer. En termes d'inconvénients, il faut bien être conscient que si vous travaillez avec EDF-OA, vous engagez votre client pendant 20 ans. Les choses sont extrêmement bien décrites dans le contrat. Si vous souhaitez vous désengager de ce contrat, vous devez rembourser l'ensemble de l'argent que vous avez touché. Ce n'est pas tout à fait écrit de manière aussi claire, mais c'est à peu près ce que la formule dans les petites lignes et les annexes indique. Vous êtes sur un prix de vente fixe sur 20 ans à 10 centimes, c'est-à-dire un prix qui n'est pas indexé à la hausse du prix de l'électricité. Historiquement, si je regarde 2009-2010, vous aviez un prix de vente indexé au prix de l'électricité, donc certains de vos clients, pour les plus anciens, aujourd'hui arrivent à valoriser à plus de 60 centimes leur kilowattheure. Ce n'est pas le cas des 10 centimes du contrat de vente de surplus. Le deuxième inconvénient, c'est le moment où ce surplus est valorisé. Il est valorisé une seule fois par an après un relevé de compteur et l'argent est reversé à votre client à peu près 1 à 3 mois après cette relevé de compteur. Il y a donc un décalage temporaire entre le moment où le client touche sa valorisation et son argent et le moment où il va produire ce surplus. Ce qui peut entraîner des incompréhensions entre le client. Il ne voit pas tout de suite les bénéfices de sa centrale solaire. C'est vraiment aussi un modèle de transition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un modèle de transition? C'est qu'il est prévu qu'il y ait une dégressivité de la prime, et d'ailleurs, elle a déjà commencé à baisser, hein, puisqu'on avait commencé à 400 € du kilowatt crête. Et surtout, c'est on est dans le cadre d'un modèle subventionné. Pour les plus anciens d'entre vous qui font du solaire depuis longtemps, on sait tous qu'un modèle subventionné, c'est un modèle qui risque de s'arrêter, avec toutes les conséquences que ça a, donc de repenser complètement sa manière de travailler quand on arrête ce type de modèle. Donc c'est un modèle qu'il faut bien prendre comme temporaire. Donc voilà pour à peu près la vente à EDF-OA. J'ai essayé d'être le plus neutre possible. Je pense qu'aujourd'hui c'est un modèle bien connu car très déployé. Alors, une fois qu'on a écarté ce modèle EDF-OA, qui est vraiment une manière de valoriser le surplus aujourd'hui proposé par l'État, si on s'attaque au sujet de la batterie, qu'elle soit physique ou virtuelle, il y a toujours un sujet du dimensionnement d'une batterie. Quelle est en fait la batterie qu'il faudrait pour avoir 100% d'autoconsommation, qui est donc l'attente du consommateur? J'ai mis remis un slide que j'avais déjà présenté lors de mes webinaires de juin, mais que je trouve important de rappeler, puisqu'il y a une grande confusion entre puissance, capacité et stockage, et rendement également. Donc, on va prendre une image très simple, qui est celle d'une baignoire.
C'est beaucoup plus facile de se projeter lorsqu'on a un produit physique, alors que les électrons sont assez abstraits. On est sur de l'impalpable. Donc, le sujet, c'est quelle puissance et quelle capacité. C'est vraiment, il faut traiter des deux pour avoir 100% d'autoconsommation. La capacité, qu'est-ce que c'est? C'est la taille de la baignoire. Et c'est ce qu'on mesure en kilowattheures. C'est-à-dire que si vous avez une batterie de 10 kWh, vous pouvez stocker des milliers de kilowattheures en cumulé, mais ça va faire des différents cycles de charge-décharge. Je charge ma batterie de 10 kWh, je décharge, je recharge, et là, je suis déjà à 20 kWh parce que j'ai fait 2 cycles. La puissance, c'est la vitesse à laquelle on va charger et décharger, c'est la taille du tuyau. Donc, si j'ai une puissance de 5 kg, ma batterie de 10 kWh, donc je devrais préciser ma puissance de 5 kW, ma batterie de 10 kWh, je vais la charger en 2 heures au mieux, si je suis à pleine puissance de charge et de décharge. Maintenant, si je compare ça à mon système, la capacité, c'est vraiment la taille de la batterie physique. La puissance, c'est réglé par l'onduleur. L'onduleur va vous définir la puissance, l'onduleur chargeur, hein, que je précise bien. Pour les batteries intégrées, ça marche également pareil, il y a forcément un onduleur chargeur. Voilà, maintenant que ces petits concepts sont rappelés, on va essayer de savoir donc quelle batterie il nous faut pour 100% d'autoconsommation. Alors, je vous ai mis un petit exemple qui est un exemple réel, hein, qui est le cas d'un 3 kW crête autour de Lyon. On a regardé quel serait le surplus capté si nous installions sur cette centrale solaire une batterie donc, de 10 kWh, donc capacité 10 kWh, avec 5 kW de puissance. Et le surplus capté serait l'air sous la courbe en bleu foncé. Donc, ce dont on se rend compte dans cet exemple, mais j'aurais pu vous en sortir beaucoup d'autres, c'est que pendant tous les mois d'été, au moment où la centrale solaire commence à produire de manière très significative, une batterie physique pourtant qui paraît de taille importante, hein, puisque je suis à 10 kWh avec 5 kW, n'arrive pas du tout à capter 100% du surplus. La seule manière de capter 100% du surplus dans ce cas spécifique serait d'avoir une batterie qui monte jusqu'à 124 kWh de capacité, puisque c'est le surplus cumulé que vous voyez, et c'est la courbe en bleu ciel. Donc, on se rend compte que même avec un 3 kWh, il faut des capacités de batterie extrêmement importantes. Pardon, avec un 3 kW crête, si je me mélange moi-même, je vais vous amener beaucoup de confusion. On se rend compte que même avec un 3 kW crête, il vous faut des batteries de capacité jusqu'à 124 kWh. Ça existe, ça fait à peu près la taille d'un container et ça coûte quasiment 100 000 €. Voilà. Alors maintenant, là, je vous ai parlé capacité et en termes de puissance, quelle est la puissance qu'il faut? En fait, pour capter 100% du surplus, il vous faut un onduleur chargeur qui est une puissance égale au maximum à la différence maximale entre le point de production max et le point de consommation minimal. Ce schéma est un peu abstrait, on a essayé de vous rendre ça un peu plus concret sur un exemple pratique. Donc là, vous avez une courbe de production et de consommation superposée. La zone orange, ce serait le chargement d'une batterie physique. Et là, vous vous rendez compte que le surplus qui est juste au-dessus de cette courbe orange, en fait, il est perdu non pas parce que la batterie est pleine, mais il est perdu parce que la puissance de charge n'est pas assez importante pour capter tout le surplus. À l'inverse, après le pic de 13 heures, votre batterie est complètement pleine, donc vous manquez tout le surplus de l'après-midi parce que là, vous n'avez pas assez de capacité. Donc, il faut toujours regarder ces deux aspects et c'est ce qui rend le dimensionnement d'une batterie difficile et c'est ce qui rend également la réponse à la promesse de 100% d'autoconsommation extrêmement difficile avec une batterie physique.
Je vous avais mis un premier exemple sur un 3 kW crête, mais on peut pousser encore un peu plus loin. Là, je vous ai pris l'exemple d'un 6 kW crête sur une maison qui pourtant consomme beaucoup. On est sur 10 000 kWh de consommation. Et là, on est dans le cas d'une maison où les propriétaires sont probablement absents l'été ou alors sont au chauffage électrique et donc ont très peu de consommation l'été. Et on se rend compte que dans ce cas-là, il faut une batterie de 850 kWh. Donc vraiment, le surplus peut aller très, très vite. Ondine, excuse-moi, je t'interromps. Il y a une remarque de Michael. Je pense qu'il faudrait repréciser le 100% d'autoconsommation. Sa remarque, c'est capter 100% du surplus ne veut pas dire être à 100% d'autoconsommation. Alors justement, si pour être à 100% d'autoconsommation, il faut autoconsommer. Donc je vais rappeler la définition de l'autoconsommation. La définition de l'autoconsommation est la quantité de votre production qui est consommée sur place. Donc, si vous produisez 1000 kWh et que vous ne consommez que 750 kWh dans votre maison ou avec une batterie, vous êtes à 75% d'autoconsommation. Donc, il faut bien et consommer sur place une partie et capter 100% du surplus pour atteindre 100% d'autoconsommation. C'est la combinaison des deux qui permet d'atteindre ce 100% d'autoconsommation. Voilà. J'espère que j'ai été claire. À ne pas confondre avec l'autonomie ou l'autoproduction, qui est là, on regarde à l'inverse, on est du côté de la consommation de la maison. Pour être 100% autonome, il faut que 100% de la consommation de cette maison soit couverte par la production. Ce sont des concepts qui se mélangent vite, donc j'espère que j'ai été claire, mais surtout n'hésitez pas à le dire si ce n'est pas le cas. Donc, si je reviens sur mon slide, là, c'était... Donc, c'est bien ce que j'avais pensé. Donc, la réaction, et c'est ça, je confondais avec autonomie. Oui, il faut faire attention. Le vocabulaire est important. Donc là, dans le cadre donc si je reviens sur la promesse de 100% d'autoconsommation, dans le cas de mon exemple, il faudrait une batterie de 850 kWh pour capter 100% du surplus, donc avoir 100% d'autoconsommation. Ces deux exemples vous expliquent un peu pourquoi, lorsqu'on a lancé l'offre de batterie virtuelle MyLight Systems, on est montré jusqu'à des capacités de batterie jusqu'à 1800 kWh. Parce que si on est en dessous, en fait, même avec des kits solaires qu'on pense petits, même avec des fortes consommations sous la maison, le défi du décalage entre le moment où il y a la production et le moment où il y a la consommation fait que dans certains cas, vous avez besoin de très grandes capacités. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a vu tout ça, très bien, comment est-ce qu'on rentabilise ces sujets? Quel est le retour sur investissement de ces différentes options de batterie? Donc, pour le retour sur investissement, on peut regarder plusieurs critères. Le premier sujet, c'est la valorisation du surplus. Donc, je vais uniquement me concentrer sur l'offre de batterie virtuelle MyLight Systems, parce que les autres offres de batterie virtuelle sont plutôt assimilables à la valorisation EDFOA, au mécanisme EDFOA. Donc, aujourd'hui, la valorisation du surplus, quand on regarde les batteries, il y en a trois différentes. Donc, il y a l'EDFOA, donc 10 centimes, on l'a vu tout à l'heure. Pour la batterie physique, nous ne sommes pas tout à fait en 1 pour 1, puisqu'il y a toujours un rendement d'onduleur, on est à peu près à 5%. Donc, si vous étiez à 18,21 centimes en heure pleine, par exemple, eh ben, votre valorisation de surplus serait 95% de ces 18,21 centimes, parce qu'il y a 5% de perte due au rendement de l'onduleur physique. Dans le cas de la nouvelle offre MyLight Systems, et ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister parce que c'est encore peu connu, c'est qu'on vous rembourse, on vous valorise le surplus qui passe par la batterie virtuelle en 1 pour 1, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez un électron de votre batterie virtuelle en heure pleine, alors il est valorisé aujourd'hui 18,21 centimes. Et s'il y a la hausse de 4% annoncée en février, alors ce sera valorisé un peu plus de 19 centimes. C'est donc 18,21 plus 4%. Ok, donc nous sommes vraiment en 1 pour 1 en valorisation du surplus. L'autre chose à regarder, c'est le rapport de l'investissement, du coût d'investissement par rapport au kilowattheure rendu, au kilowattheure stocké.
On a l'habitude, quand on parle de batterie, et de coût de batterie, on a l'habitude de parler en coût de revient du kilowattheure de capacité. Donc, pour vous donner un exemple concret, la batterie en phase de 1,2 kWh qui coûte à peu près 2 000 €, prix public hors pause, hein, nous n'avons pas intégré la partie pause dans ce slide, c'est 2 000 €. Si vous les ramenez en kilowattheure, vous êtes à 1 890 € du kilowattheure pour une batterie de 1,2 kWh. Si on monte, je ne vous ai pas mis la batterie Tesla, mais on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur que la batterie Qcell. Si on monte vers les batteries de plus de 10 kWh, là, on a un léger effet d'échelle, hein, puisqu'on arrive autour des 1 000 € aujourd'hui du kilowattheure de capacité. Dans le cas d'une batterie virtuelle, l'équivalent de l'investissement matériel, c'est donc l'investissement matériel initial plus le forfait mensuel que vous payez pour bénéficier d'une batterie virtuelle. Et donc, si on ramène ça également à la capacité, on prend notre batterie de 100 kWh de capacité. Donc, si j'intègre l'investissement initial plus l'ensemble du forfait sur la durée de vie, on a pris 10 ans pour que ce soit quelque chose de comparable avec les batteries physiques. Je tombe à 26 € du kilowattheure pour la 100 kg. Et là également, j'ai un effet d'échelle. Dès que j'arrive à la 1800 kWh, je suis à 3,80 € du kilowattheure. Donc, on est sur un mécanisme de stockage 100 fois moins cher pour 30 fois plus de capacité. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus facilement rentabilisable. Concrètement, est-ce que, au-delà de ce prix très inférieur, est-ce que j'arrive à le rentabiliser sur une installation, ma batterie virtuelle? Je vous ai mis 2 cas, je pourrais en faire beaucoup d'autres. Ces résultats viennent de notre outil de dimensionnement ProSizer qui vous permet de choisir la taille de la bonne batterie. Premier cas, une installation de 3 kWh avec une batterie de 100 kWh. Donc là, on est sur une offre extrêmement abordable, la 100 kWh coûtant 15 € par mois. Et on a un temps de retour sur investissement, tout compris, forfait inclus, de 10 ans. L'intérêt de la batterie virtuelle, c'est que ça permet également de rentabiliser des kits de plus grosse puissance. Donc, ça encourage les gens à tendre vers des installations plus importantes. Qu'est-ce que ça veut dire plus importante? Ça veut aussi dire pour eux plus d'autonomie. Cette fois-ci, j'utilise bien autonomie et pas autoconsommation. Et donc, si on regarde dans ce cas-là, une installation de 6 kW crête avec une batterie de 9 kWh, ça tombe bien, parce que si vous vous rappelez de mon exemple, dans le cas d'une 6 kW crête sur 10 000 kWh de consommation par an, j'avais besoin de cette 900 kWh. Et ben, nous sommes toujours sur un ROI de 10 ans. Et nous sommes là sur des économies très significatives, puisqu'on approche les 60 000 € d'économies sur 25 ans, en incluant tous les frais. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres pour vous montrer quand même la pertinence de notre outil de dimensionnement. Alors, étonnamment, j'ai pas... Voilà, j'ai un petit effet. Pardon, je vous affiche tout. Donc, si vous regardez, là, je vous ai mis une installation réelle. Le graphe du milieu, c'est une installation réelle. Le graphe du dessus, ce sont les résultats qu'on avait eus pour le ProSizer. Donc, ce dont vous vous rendez compte, c'est que donc il faut comparer le gris qui est ici avec le gris qui est sur la courbe de milieu. Ce dont vous vous rendez compte, c'est que le ProSizer approche très fortement les résultats réels. Ça tombe bien hein, parce que c'est un outil qu'on veut le plus précis possible pour que vous ayez quand même un rapport à donner à vos clients fiable. Et dans ce cas-là, dans le cas de cette installation, on a une facture annuelle qui a baissé de 56%. On est sur une facture annuelle qui a permis l'installation a permis de faire plus de 1 000 € d'économie par an à ce client qui a installé, on est sur un 6 kW crête et une batterie de 600 kWh. Donc, on est vraiment sur les rentabilités et les performances annoncées par l'outil de dimensionnement et aussi des performances qui permettent d'atteindre ces ROI de 10 ans. Donc là, nous sommes vraiment sur un vrai client. Donc, si je résume un peu toutes les informations que je viens de vous expliquer,
Si je résume l'intérêt de la batterie virtuelle, c'est vraiment aujourd'hui le seul système abordable qui permette d'atteindre les 100% d'autoconsommation parce qu'il faut des très grosses capacités à un prix très faible. Et c'est aujourd'hui la solution la plus rentable du marché. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, elle n'est absolument pas subventionnée. Donc, si vous arrivez à la vendre aujourd'hui, vous pourrez la vendre demain sans aucun problème. J'ai fait exprès de laisser 4 petites minutes pour des questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des réactions? Je suis là pour ça. Faut-il être qualifié pour Alors, je vous entends très mal, monsieur. Ça grésille énormément. Je pense que j'ai entendu la question. Faut-il être quali PV pour installer la Smart Battery, c'est ça? Tout à fait. Merci. Alors, le Quali PV est une formation qui est faite pour en fait s'assurer que vous, professionnels, avez toutes les compétences pour installer le photovoltaïque. Donc, a priori, il n'y a pas de lien. Maintenant, les mécanismes pour imposer que le maximum d'installateurs soit Quali PV et que la prime et le mécanisme d'EDF-OA ne sont accessibles qu'aux personnes Quali PV. Donc, dans ce cas-là, la batterie virtuelle est accessible à tous, même si vous n'êtes pas Quali PV. Voilà. Je vois. J'ai bien répondu? Oui. Oui, très bien. Je vois une question. Quel est le principe du stockage MyLight System? Donc, on est vraiment sur le principe. Je pense que c'est ça la question. On est vraiment aujourd'hui, nous, on cherche à répondre à cette problématique de 100% d'autoconsommation. Nous nous sommes rendus compte que la batterie physique ne le permet pas. Donc, pour stocker, on a 2 mécanismes. Le premier mécanisme que j'ai rappelé en tout début d'installation, au tout début de présentation, pardon, le premier mécanisme, c'est d'essayer de trouver des gisements de consommation qui existent déjà dans la maison. Le plus connu est le chauffe-eau, c'est une immense batterie thermique, donc il faut commencer par utiliser cette batterie thermique avec l'optimisation. Et deuxième mécanisme sur lequel travaille MyLight, c'est la batterie virtuelle, donc là on est sur du stockage réseau. Alors, autre question, comment est calculé le bénéfice de MyLight, prix du kilowattheure non acheté? Je n'ai pas compris la question. Comment est calculé? Vous voulez savoir comment on gagne notre vie? Je ne suis pas sûre. Si vous pouviez préciser, ça m'aiderait beaucoup. En attendant, je vais prendre la question de Célia. Oui, je vous écoute. Oui, donc dans les diapositives précédentes, vous avez mis en avant l'intérêt de la méthode sur des aspects. C'est peut-être pas les termes ou le revenu permis par le mode de stockage MyLight. Et du coup, ma question concernait comment est-ce que vous avez établi ce poste, les 30 000 ou 40 000 euros que vous avez présentés sur la diapositive précédente, par exemple, pour la batterie. Oui. C'est là ce dont. Alors, excusez-moi, je n'ai pas pris le bon terme, c'est économie sur 25 ans. Comment est-ce que vous les avez c'est quoi ce 36 510? Alors, ces économies, elles se répartissent en 3 catégories. La première catégorie, c'est qu'à partir du moment où vous équipez l'installation de la maison d'un système de monitoring, vous avez des économies de non-consommation. Hein. Donc là, on est vraiment sur le client qui va moins consommer puisqu'il est informé. C'est le mécanisme de quand je vois l'eau couler, je ferme le robinet. Donc ça, c'est le premier. Dans notre cas spécifique, je pense qu'on a mis entre 7 et 10% de ces économies. La deuxième économie, c'est l'autoconsommation temps réel. Donc, c'est le fait qu'une partie de la consommation du quotidien soit directement couverte par la production solaire. Et la troisième économie, c'est la partie batterie virtuelle. Donc, ce sont les électrons qui ont été stockés au réseau et qui vous sont rendus le soir. Les hypothèses sont écrites en petit en dessous. On a pris également une hypothèse du hausse du prix de l'électricité. Nous prenons 5% pendant 7 ans, puis 3% par an au-delà. Toutes ces hypothèses sont complètement modifiables dans le ProSizer. Donc, si vous demandez un accès et un compte pour vous, vous pouvez modifier et choisir les hypothèses rentrées. Voilà.
Alors, autre question de Célia. Donc, si je reviens, si nous installons une batterie virtuelle chez notre client pour être à 100% d'autoconso, peut-on tout de même faire un contrat avec EDF de rachat à 10 centimes? Donc, non, le mécanisme de batterie virtuelle ne peut pas être couplé à un mécanisme de vente à EDF OA. Ce n'est pas possible. Pour la raison toute simple, c'est que vous devez choisir qui bénéficie de votre surplus, et c'est soit 100% EDF OA, soit 100% MyLight, et donc ce n'est pas compatible. C'est soit l'un, soit l'autre. Autre question, avez-vous prévu une augmentation des tarifs pour la location de batteries? Alors, je préfère être tout de suite transparente avec vous. Si vous lisez nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur Internet, il est prévu qu'on se donne le droit d'augmenter les tarifs de notre location de batterie. Cependant, nous sommes dans un contrat absolument sans engagement. Donc, si nous commençons à faire n'importe quoi et à augmenter nos tarifs de manière déraisonnée qui amène au client une perte complète de rentabilité de son système, libre à lui de partir, et c'est même extrêmement facile de partir puisqu'il lui suffit de souscrire à une autre offre, et c'est le futur détenteur de l'offre qui se chargera des démarches administratives. Donc, ça prend moins d'une semaine pour quitter l'offre MyLight. Donc, concrètement, aujourd'hui, si je vous réponds sur l'année prochaine, je peux vous dire à tous qu'on n'a absolument pas prévu d'augmenter nos tarifs. Si les conditions de marché évoluent, honnêtement, vu ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas comment les choses vont augmenter. Regardez le TRV, le tarif réglementé de l'électricité va subir des hausses importantes. Là, aujourd'hui, le modèle n'est pas du tout remis en cause avec ces hausses, bien au contraire. Mais voilà, c'est écrit dans nos CGV, donc je ne vais pas vous mentir, c'est possible, mais les clients sont complètement libres, et vous savez tous mieux que moi la difficulté d'acquérir un client, donc je vous assure qu'on va tout faire pour les garder en leur offrant la meilleure offre du marché. Faut-il toujours changer d'opérateur pour mettre en place cette solution? Oui, il est obligatoire de changer d'opérateur et que MyLight Systems devienne l'opérateur de votre client. Autrement, nous ne pouvons pas valoriser le surplus. C'est interdit. Comment sont stockés les électrons dans le réseau? Est-ce qu'un contrat entre EDF et MyLight? Alors, ce n'est pas un contrat entre EDF et MyLight, puisque le réseau, c'est Enedis qui s'en charge. Donc, en fait, les électrons ne sont pas stockés dans le réseau, ils circulent. Donc, si votre client il produit énormément dans la journée et qu'à côté, il y a un immeuble qui consomme, l'électron va être consommé par l'immeuble d'à côté. Donc, voilà concrètement ce qui se passe avec ces électrons. MyLight doit en revanche valoriser ces électrons auprès du marché de l'électricité. Et là, c'est un contrat avec RTE et Enedis, et donc c'est le rôle du fournisseur. On passe également par un responsable d'équilibre qui s'appelle Axpo pour toute cette gestion de flux. Autre question de Célia, un particulier qui souscrit à une MSB de 100 kWh, il a le principe de la baignoire, il remplit et vide chaque jour jusqu'à 100 kWh. Exactement, il peut même le vider et le remplir plusieurs fois par jour s'il a la consommation qui va en face. Donc oui, l'énergie stockée dans ces 100 kWh est parfaitement illimitée. Si je fais un cycle par jour pendant un mois, j'aurai stocké 3000 kWh dans ma batterie, par exemple. J'espère que c'est plus clair. Il n'y a pas d'expiration, la batterie ne se vide pas à chaque fin de mois, tout ça, absolument pas. Hein. C'est vraiment le mécanisme d'une batterie physique. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes déjà au-delà du temps imparti. J'espère que ça vous a intéressé et que ça a répondu à certaines de vos questions. S'il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une boîte info@mylight-systems.com. Nous répondons à toutes les questions, nous vous rappelons. Donc, on reste disponible. Merci à tous. Excellente journée.